Alors bonjour à tous. La première fois que j'ai vu Philippe Merlan, c'est déjà il y a bien longtemps, à la Vie, quand il est venu me voir pour un projet de journal déjà, qui s'appelait Cité, citoyen. Nous n'avions pas assez d'argent pour faire ce journal, nous en avions déjà quelques-uns dans le groupe de presse auquel la Vie appartenait. Je l'ai envoyé voir nos amis de Télérama. Ça n'a pas mieux marché, pourtant eux ils auraient pu faire plus facile. C'était pas loin. Philippe avait l'appui à l'époque aussi de la Ligue de l'enseignement et d'autres, de Roland Quérol, qui me l'avait envoyé, je crois. Et donc, si je dis ça, c'est pas seulement pour évoquer le souvenir de notre amitié déjà lointaine, c'est parce que Philippe Merlan, que nous avons invité ce soir à venir parler avec nous de la question des relations entre médias et démocratie, s'intéresse à l'information des citoyens, à l'information dans la cité, dans la construction de la cité, pour la construction de la cité, depuis longtemps. C'est un peu le fil rouge, en quelque sorte, de son existence professionnelle. Une existence professionnelle qui a été multimédiatique, si j'ose dire. Et vous allez voir qu'il y arrive même maintenant, alors qu'il a professionnellement touché à plusieurs médias, puisqu'il a travaillé dans la presse quotidienne, il a travaillé dans la presse hebdomadaire. Je crois que son dernier poste dans la presse écrite, c'est à La Vie, pendant plusieurs années, où il a fini par arriver. Mais il a travaillé aussi avec France Inter, il a goûté un peu à la télé, et il a goûté surtout depuis quelques années au numérique et à Internet, puisque il aujourd'hui est le coordinateur d'une expérience dont il vous parlera, dont nous aurons l'occasion de parler, très positive, très intéressante, très nouvelle, qui s'appelle Reporter citoyen, la formation de reporters citoyens dans un certain nombre de quartiers populaires de plusieurs villes de France. Mais avant de devenir le coordinateur de Reporters citoyens et avant de quitter La Vie pour cette nouvelle tâche, il a écrit avec l'un de ses confrères, rédacteur en chef à l'époque à Témoignages chrétiens, un livre qui s'appelle donc Médias, la famille d'un contre-pouvoir, qui est un livre assez critique sur notre profession et sur, globalement, au-delà de la profession de journaliste, sur la culture médiatique, en tout cas sur la vie médiatique dans le cadre de la démocratie qui est la nôtre. Voilà, donc nous sommes vraiment très heureux qu'il soit là ce soir. Cette conférence de ce soir va clore une série de conférences qui étaient un peu dans l'ambiance, dans le contexte des élections présidentielles et législatives, qui sont toujours un événement important pour le pays, puisque nous avons commencé en janvier à traiter des questions des migrations avec nos amis de l'association de l'accueil de l'étranger. C'était une très belle soirée à l'école d'infirmières là-bas. Il y avait à peu près 150 à 200 personnes. Nous avons continué avec la question de l'école. Il y a environ un mois ici dans cette salle avec pour une conférence tout à fait intéressante et passionnante pour ceux qui y étaient, je pense qu'ils en témoigneraient comme moi, avec Madame Evelyne Martini, inspectrice de l'éducation nationale et auteur d'un livre qui s'appelle Notre école a-t-elle un cœur? Et puis nous avons continué avec les questions du développement international, de la vie internationale aujourd'hui, des rapports Nord-Sud avec Maître Guy Oranche, là-bas, la Chambre de commerce et d'industrie, la place du Temple, Guy Orange, qui est aussi le président très actif du Comité catholique contre la faim et pour le développement, appelé aussi Terre solidaire. Nous en sommes donc à notre 4e et dernière conférence dans le contexte un peu de la préparation des élections, avec la question des médias et de la démocratie. Voilà, Philippe, je vais te laisser la parole pour 45 minutes.
Et puis nous allons bénéficier en effet du concours de deux amis qui sont l'un et l'autre présidents de radio. À ma gauche, Jacques Polvorino, qui est président, qui l'a été longtemps, qui est président d'honneur aujourd'hui de D4B, une radio que vous connaissez bien sûr, parce qu'elle est au service du département. Et elle part du sud, elle part de Mel. Nous sommes compatriotes. Mais au service des citoyens, j'espère. Et puis l'autre directeur de l'autre radio, qui est allé dans la Vienne, à Poitiers, et qui est Radio Accord. Donc Jean-Marie Billet est le président de Radio Accord, qui est la radio diocésaine, la radio chrétienne du diocèse de Poitiers. Et qui couvre aussi les Deux-Sèvres, qui les couvrira encore mieux si Dieu lui prête bien vie comme il se doit, de la part de Dieu, évidemment. Voilà, alors nos amis vont écouter Philippe Merlan, ils ont sans doute des choses à dire sur le sujet, ils auront peut-être aussi des choses à dire sur ce que Philippe va dire lui-même, ou des questions à poser, donc ils interviendront 10 minutes chacun après l'intervention de Philippe Merlan, et puis, bien sûr, ce sera l'ouverture au dialogue avec vous. Voilà. Donc Philippe, tu as la parole pour les 45 minutes. D'accord. Ok, merci Jean-Claude. Bonsoir à vous toutes et vous tous. Et c'est un plaisir de venir vous rencontrer et échanger avec vous sur ce thème-là. Jean-Claude avait raison dans sa présentation et je t'en remercie Jean-Claude. C'est que c'est vrai que cette question des relations entre médias et citoyens, c'est le fil rouge depuis 20 ans au moins. Avant ça avait commencé, mais depuis 20 ans, c'est ça qui construit moi mon parcours, mes choix, mes engagements. Donc c'est une question qui me tient à cœur et c'est pour ça que c'est avec plaisir que quand j'ai l'occasion de venir en parler avec des gens, je saisis la balle au bond. Voilà. Avant de commencer, je fais maintenant quelques précautions. Alors c'est pas parce que je crains les réactions, mais pour dire précisément de quoi je parle et les limites forcément de mon propos, parce que on n'est pas omniscient. Et il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai écrit un livre qui est une critique d'un système, que j'estime le système dominant dans les médias, et j'ai essayé de le considérer comme un système, ce qui veut dire forcément qu'il y a des exceptions à ça, c'est la logique de la vie. Heureusement, tout système génère ses contrepoids, ses résistances, et voilà. Et donc, dans les propos que j'ai, si quelquefois des choses vous semblent un peu systématiques, c'est un peu la loi du genre, parce qu'effectivement, je me suis attaché à essayer de comprendre un système et à essayer de le critiquer, puisque je pense qu'il est critiquable. Mais heureusement, il y a bien sûr des exceptions. Ensuite, cette critique, elle part surtout de mon expérience personnelle, donc qui est surtout en presse écrite, même si j'ai fait un peu de radio et puis un peu d'internet, pas de télé, non, jamais, et de presse écrite essentiellement nationale, même si j'ai une expérience dans la presse nationale, mais en région, puisque j'étais à un moment donné correspondant permanent pour Libération, mais en région Rhône-Alpes. Et c'était intéressant parce que je souligne ça, parce que je pense que la réalité du travail de journaliste est quand même sensiblement différente entre quand on exerce dans un titre dit national, c'est-à-dire de fait parisien, voilà, et puis quand on exerce dans un média local ou régional, voilà. Bon, donc je parle essentiellement de tendance au niveau des médias nationaux. Ensuite, ce livre a été écrit de 2007 à début 2009. Il a été publié en 2009. Et ça veut dire que je considère, mais ça on l'évoquera, que énormément de choses se sont passées en 3 ans avec la montée en puissance de l'Internet, qui fait que d'un certain nombre de constats que je tirais, que je dressais, et que je continue à penser plutôt juste, mais ils sont plus valides aujourd'hui parce qu'il y a un déplacement des frontières qui est incroyable en quelques années et qui va se poursuivre. Donc j'allais dire, on va rentrer dans une autre ère des médias, on est déjà dedans. Voilà. Donc ça nuance forcément un certain nombre de mes propos. Alors, la question qui était posée, c'était les médias, un appui ou un obstacle à la démocratie. Et j'avais envie, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de m'interroger sur la question elle-même. Effectivement, parce que d'un côté, la réponse, dans un premier temps, elle peut sembler une évidence. Hein, de dire, quand même, avoir des médias, c'est quand même un appui pour la démocratie. Alors, pourquoi est-ce que, dans un premier temps, ça peut sembler une évidence ? Historiquement,
les deux phénomènes, en général, sont liés. C'est-à-dire que c'est au moment, en France c'est assez net, c'est au moment pré-révolutionnaire, puis révolutionnaire, puis voilà, que les titres voient le jour, prolifèrent, et effectivement on a une espèce de concomitance dans le temps, à chaque fois, quand il y a des périodes d'extension de la démocratie, avec des sphères, avec des moments de développement des médias. À chaque fois, en plus, que la démocratie est menacée, ou à chaque fois qu'on vit dans une dictature, eh ben, on voit bien la liberté de la presse, la liberté des médias est au centre des revendications démocratiques. C'est une exigence. Et ça vient souvent pas les premières, mais quand même, c'est toujours au centre, voilà. Et puis, j'allais dire dans les faits, même récemment, et c'est des nouveaux médias, c'est les réseaux sociaux, mais on a vu le rôle qu'ils ont joué, par exemple, dans les révolutions en Tunisie ou en Égypte, où ils ont joué un rôle tout à fait essentiel. Donc, si on le prend de cet aspect-là, il n'y a pas photo, voilà. Il y a bien évidemment une concordance forte entre les médias d'information et la démocratie, ou la mission d'information, mais on verra de quelle mission il s'agit, et la démocratie. Je suis un peu prêt, voilà. Alors, le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a parlé de cette évidence, c'est que cette question-là, je vais vous dire très franchement, elle est très rarement posée au sein des rédactions. Alors, si les médias sont sollicités et un peu attaqués de l'extérieur sur le thème, est-ce que vous êtes vraiment utile à la démocratie aujourd'hui? Est-ce que vous la faites progresser? Est-ce que voilà? Donc, il y a des réactions de défense du milieu qui va être à partir de ce que j'ai dit. En gros, c'est de dire, mais attendez, vous voyez bien, dès qu'il y a une dictature, ce que demandent les gens, c'est la voilà. Donc oui, on est des ingrédients majeurs d'une démocratie. Tout le prouve, l'histoire le prouve, etc. Mais spontanément, on ne parle pas de ça dans les salles de rédaction. Et je dirais même que quelqu'un qui, à un moment donné où on évoque un sujet, parce que dans une rédaction, la question qui se pose, les questions qui se posent quotidiennement, c'est qu'est-ce qui va faire la couverture demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain? Qu'est-ce qu'on met à la une? Est-ce qu'on traite tel sujet ou pas? De quelle manière on le traite, etc. Et donc on s'échange des arguments. Et on s'échange des arguments donc, sur est-ce que c'est plus ou moins pertinent. Eh bien, bizarrement, depuis, à mon sens, ce serait difficile à dater, mais moi, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, j'ai rarement entendu des échanges sur le thème « Ah ben oui, on devait prendre tel sujet parce que c'est vachement important pour la démocratie, ça la ferait progresser. » Voilà. C'est pas du tout un argument qu'on entend. Voilà. Vous verrez après, je vous parlerai parce que moi, à partir de Jean-Claude a rappelé qu'on s'était rencontrés du temps où je préparais un projet de journal qui s'appelait Cité, effectivement, qui n'a pas vu le jour faute de financement, mais il avait donné naissance à un site internet qui s'appelle Place Publique, qui existe toujours, et qui voulait justement réconcilier médias et citoyens. Et on a beaucoup réfléchi à Place Publique à ce que pourrait être une information citoyenne. Je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on est au cœur de notre débat. Mais moi, au départ, quand j'ai créé Place Publique, donc en 1996, et à la fois que j'ai parlé du fait qu'il fallait sur un site internet qu'on donne la place aux citoyens en tant que non seulement consommateurs, mais aussi producteurs d'informations. Ça, je disais ça d'un côté, et je disais, deuxièmement, on va essayer de réfléchir au choix de nos sujets, de nos angles, de la façon de les traiter, enfin voilà. Justement, à partir de cet angle, qu'est-ce qui peut vivifier la démocratie et la citoyenneté? Eh ben, je vous dis pas les réactions que je me prenais de la part du milieu, puisqu'en gros, j'étais considéré comme un traître à la profession. À la fois pour vouloir ouvrir cet exercice-là à d'autres gens que les simples journalistes, et à la fois pour se poser la question de, et oui, et finalement, si on choisissait nos sujets en fonction de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut faire avancer la démocratie? Et ça semblait un choix de gauchiste, j'allais dire, voilà. C'est pas, enfin, pour moi, c'est plutôt la raison d'être de notre métier, voilà. Alors, pourquoi est-ce que la question se pose pas dans les rédactions? Une des raisons est, à mon avis, que la sphère médiatique et la sphère des journalistes eux-mêmes, qui en sont une des composantes, est devenue très auto-centrée. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on trouve nos justifications, notre raison d'être, etc., dans des raisonnements purement internes, qui renvoient sans arrêt au milieu et qui ne renvoient pas... donc ça amène à des sortes de tautologies. L'information est utile à la démocratie, qui peut dire le contraire. Sinon, le contraire, ça voudrait dire la désinformation est utile à la démocratie. Non, ça ne va pas. Donc, l'information est utile à la démocratie. Nous informons, donc nous sommes utiles. Voilà. En gros, c'est ça. Et on refuse un peu dans le milieu
de trouver sa justification sur des critères extérieurs, fût-il celui de la démocratie. Donc on trouve des arguments, des autojustifications, etc., sans arrêt par rapport au milieu. Et donc il semble que d'aller les chercher dans une sphère extérieure, qui serait par exemple celle-là, moi je pense que c'est une cause tout à fait valide et qu'il n'y a rien de gauchiste, je vais dire, mais est-ce qu'on peut produire une information qui est utile à la démocratie? Ben ça semble, mais non, on sort du milieu en quelque sorte. Donc voilà. Donc ça c'est un élément important qui est cette espèce d'univers très autocentré aujourd'hui. Ensuite, il y a une espèce de tendance à croire, de croyance aux vertus magiques d'une information en soi. Si on dévoile quelque chose, alors ça c'est beaucoup aujourd'hui, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, c'est beaucoup le mythe de la transparence, c'est-à-dire toute vérité est bonne à dire et du moment qu'on dévoile les choses, on fait progresser. Alors, moi je m'inscris en faux contre ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère que dans certains cas de figure, justement au nom d'impératifs extérieurs, il peut être très sain de ne pas dévoiler. Je prends un exemple. Imaginez que avant le 6 juin 1944, un journaliste ait l'info que ça allait se passer sur les plages de Normandie. Est-ce qu'au nom de sa profession, il va faire le scoop d'aller diffuser l'information? Non, c'est bien évidemment en fonction d'un impératif supérieur qui n'est plus son métier et qui n'est plus le devoir d'informer, qui va faire le choix. Bon, alors celui-là peut sembler caricatural, parce que ça s'est pas posé, mais ça s'est posé, et toi je pense que tu connais bien Jean-Claude, quand il y a eu les premiers contacts entre Israéliens et Palestiniens qui ont préparé le processus des accords d'Oslo. Il y avait bien évidemment des journalistes qui étaient au courant que ça commençait à se négocier. Il y a bien évidemment des journalistes qui ont fait le choix de dire ce serait criminel aujourd'hui de parler de ça parce qu'on sait que c'est pas mûr et que si on commence à en parler, c'est fini des deux côtés, il va falloir arrêter parce que les pionniers qui tentent ça, ils vont paraître pour des traîtres. Voilà. Donc c'est au nom d'impératifs extérieurs, c'est au nom d'une éthique supérieur, c'est au nom de voilà qu'on fait le choix de dire ben non, dans ce cas de figure, je ne publie pas. Et ça arrive qu'on choisisse de ne pas publier. Il n'y a pas. Donc moi je m'inscris complètement en faux sur cette espèce de truc. Toute vérité est bonne à dire. Non, il y a plein de cas de figure où il faut. Alors ça ne veut pas dire la censure, enfin voilà. Mais vous voyez, c'est toujours au nom des effets de ce qu'on va publier qu'on doit se poser la question, et c'est ça la responsabilité du journaliste d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui là aussi se discute peu dans les salles de rédaction. On vit dans le mythe que on sait quelque chose, c'est bon. Et alors que le critère fondamental, c'est je publie, qu'est-ce que ça produit? Et vous voyez que j'ai pris peut-être des cas extrêmes, mais où la décision de non publier est bien évidemment préférable. Moi, en fait, c'est marrant parce que je me dis, à partir de quand j'ai commencé à réfléchir sur ces questions-là, et moi je me rappelle le moment précis, parce que c'était quand j'ai vu les photos. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait la petite Homera qui était une petite colombienne, il y avait eu l'explosion d'un volcan, on la voyait qui s'enfonçait et voilà, et tout avait été filmé en direct avec elle qui s'enfonçait. J'avais été extrêmement choqué par ces photos. J'étais a priori contre leur publication, justement parce que je pensais que les effets étaient plus négatifs que voilà. Mais j'aurais tout à fait accepté un débat avec les gens qui étaient pour, mais en disant ben si on pense que, mais justement le débat il se pose en termes de est-ce que les effets sont préférables d'une diffusion de ces photos, quels sont-ils d'abord, et quels sont les effets éventuellement négatifs. Voilà. Et au lieu de ça, on nous a servi une soupe qu'on nous sert très souvent, qui est ce foutu, excusez-moi, j'allais dire encore plus grossier, devoir d'informer. Comme si, alors vous voyez, quand il se passe quelque chose comme la petite Homera, et puis jusqu'au moment où ça passe à la une d'un journal ou à l'écran de télé, il va y avoir un processus où il va y avoir 15-20 personnes qui vont intervenir. 15-20 personnes qui vont faire des choix à un moment donné, de dire moi je pense que c'est important. Voilà. Mais c'est des choix à chaque fois. Il n'y a pas une chaîne automatique qui fait qu'on apprend un truc à l'autre bout de la chaîne et puis tout d'un coup ça va se trouver sur vos écrans ou vos journaux. Et donc on choisit, on n'arrête pas de choisir et c'est ça qui est bien dans ce métier d'ailleurs, enfin qui devrait être bien, c'est que c'est un métier de liberté et théoriquement de responsabilité assumée. Oui, j'ai fait tel choix, voilà. Mais très souvent, alors je prends un autre exemple récent qui m'avait aussi très très étonné dans le sport, dans le foot. Vous vous rappelez sans doute qu'au moment de la Coupe du Monde, il y avait eu l'équipe qui avait titré sur la fameuse phrase d'Anelka à l'entraîneur, à Domenech, je sais plus, va te faire foutre, fils, je sais plus quelle était, voilà, fils de pute, je crois, quelque chose comme ça. Et donc l'équipe avait fait sa une là-dessus.
Alors moi, j'avais vu la une de l'Équipe. Je m'étais dit là encore, tiens, parce que bien évidemment, ça va provoquer des choses. Enfin, voilà, ça va avoir des effets. Donc après, il faut assumer, il faut dire, bah oui, enfin voilà. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant parce qu'ils ont fait ce choix-là. Bon, là encore, ça peut se discuter. Mais sûrement, il y a en page 2 un éditorial du directeur de la rédaction qui dit, voilà, pourquoi est-ce que, oui, on pense que c'est important de publier et on prend nos responsabilités et on assume tout. Rien. Il n'y avait pas un texte qui, voilà. Et ça, je pense que ça va pas, enfin, je veux dire, parce que on fait croire comme si c'était une espèce de chaîne de production automatique, et c'est jamais le cas. Encore une fois, on prend plein de décisions, et on les prend en liberté et responsabilité, de oui, ça vaut le coup, oui, ça vaut pas le coup, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas une vertu magique de l'information en soi.